monde. Je suis le docteur Amrad, je suis praticien hospitalier dans le service de réanimation médicale et toxicologique à la Riboisière. Et on va voir ensemble un cas clinique sur les acidoses métaboliques pour voir comment on raisonne. Sachez bien que le raisonnement face à une acidose métabolique, qu'elle soit toxique ou autre, est le même. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre acidose métabolique d'origine toxique et les autres types d'acidose métabolique. Donc, je commence par un cas clinique simple. Donc, c'est un patient de 35 ans qui a juste un ulcère sous IPP et des migraines qui sont traitées par du paracétamol. Donc, son histoire, elle commence le 12 par des céphalées dans le cadre de ses migraines. Donc, il se lève la nuit pour boire et prendre ses antalgiques, c'était du paracétamol. Donc, le 13 au matin, il n'a rien. Et en fin de matinée, donc, il commence à voir une confusion mentale et des troubles de l'équilibre. Par la suite, apparition de nausées et vomissements, sans myalgie. Donc, dans ce contexte, sa femme, donc, elle appelle les pompiers qui le ramènent au SAU de la Riboisière. Et juste avant de venir aux urgences, donc il a chuté chez lui et ça a occasionné un traumatisme crânien. Donc, à l'arrivée aux urgences, donc c'est un patient qui était apéritique, qui avait une hémodynamique stable en dehors d'une petite tachycardie à 100 et il était stable sur le plan respiratoire, donc il avait 100% de saturation en air ambiant. Sur le plan clinique, il est désorienté, confus et agité, avec des pupilles en légère mydriase bilatérale et pas de signe de choc. Et à ce moment-là, son abdomen était souple et dépressif. Donc, l'urgentiste demande un avis du neurologue de garde qui préconise la réalisation d'un scanner cérébral qui est revenu sans anomalie. Et en parallèle, on réalise un gaz du sang artériel, donc qui montre un pH à 7,10, une PaO2 à 128 et une PCO2 effondrée. Là, les bicarbonates, on ne peut pas les mesurer, donc je vous rappelle que les bicarbonates sont calculés à partir de la PCO2, et puisqu'on n'avait pas de chiffre de PCO2, donc c'est normal qu'on n'a pas la valeur des bicarbonates. À la biologie, donc, il y avait une créate à 176, une calémie à 7,5, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire, il avait 17,5 d'hémoglobine et des protéines à 81 grammes par litre. Donc, de quel trouble acido-basique s'agit-il? Donc, je vous laisse quelques secondes pour raisonner. Donc, il s'agit effectivement d'une acidose métabolique qui définit sur les recommandations d'experts de la CRLF de SAFEMU comme une concentration plasmatique de bicarbonate inférieure à 20 et la présence d'un pH acide définit l'acidémie. Et lorsque l'acidémie, donc le pH est inférieur ou égal à 7,20, on parle d'acidémie sévère. Donc, face à cette acidose métabolique, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je vous laisse quelques secondes. Donc, effectivement, on doit calculer le trou anionique plasmatique, mais le trou anionique corrigé par l'albumine. Je vous rappelle que le trou anionique, c'est la différence entre les cations moins les anions. Et il y a une différence qui est expliquée par la présence d'acides sous forme de phosphate et d'albumine. Et lorsqu'on a une hypoalbuminémie, donc le fait d'avoir un trou anionique normal, en présence d'une hypoalbuminémie, qui correspond à la présence d'acide plasmatique qui remplace l'albumine pour normaliser le TA, donc le trou anionique. Donc, à chaque fois qu'on a une acidose métabolique, il faut calculer le trou anionique qui est corrigé par rapport à l'albumine. Donc, donc, comment on calcule le trou anionique? Donc, il y a plusieurs formules, mais on va utiliser la formule Na plus K plus, mensuellement plus HCO3 moins. Et le trou anionique dit normal, il est entre
il est à 16 plus ou moins 4, donc ça veut dire entre 12 et 20. Le 3 anionique corrigé par l'albumine, donc je vous donne la formule, donc c'est le 3 anionique plus 40 moins l'albuminémie fois 0,25. Et chez notre patient, donc le 3 anionique corrigé qui a été calculé par rapport à l'albumine était à 35, donc il était très élevé. Donc, face à une acidose métabolique, donc, il y a deux situations, ou bien le 3 anionique corrigé est normal, donc ce n'est pas le cas de notre patient, ou le 3 anionique est élevé et qui correspond à un excès d'acide circulant. Donc, d'où peuvent venir ces acides circulants? Ils peuvent être d'origine endogène, ça veut dire fabriqués par notre corps. C'est le cas de l'insuffisance rénale lorsqu'elle est sévère à terminale, parce qu'en fait, le rein, l'un des rôles du rein, c'est d'éliminer les acides. Et puisque le rein est insuffisant, donc il n'arrive plus à éliminer des ions H+, et à ce moment-là, il va y avoir un excès d'acide circulant. Ils peuvent aussi venir du lactate ou des corps cétoniques dans le cas, par exemple, d'une cétoacidose diabétique ou d'une cétose de gène. Mais les acides circulants aussi, ils peuvent être exogènes, ça veut dire ils peuvent venir de l'extérieur de notre corps. C'est le cas de l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, et le cas des alcools toxiques. Donc, lorsque on a un 3 anionique augmenté, donc comment on doit faire sur le plan pratique? Donc, sur le plan pratique, un 3 anionique augmenté, donc les situations les plus fréquentes, c'est l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, mais qui est sévère. Mais il faut savoir qu'en cas d'insuffisance rénale, les bicarbonates sont peu abaissés. En général, ils ne sont pas abaissés au-dessous de 12 ou de 15. Donc voilà, donc lorsqu'on a une acidose métabolique sévère avec des bicarb qui sont très bas, même en présence d'insuffisance rénale, très probablement il faut chercher une cause associée. Mais aussi on doit chercher les corps cétoniques, donc on peut faire une cétonymie. On peut faire la recherche de lactate ou doser le lactate dans le sang et chercher l'acide acétylsalicylique. Donc, face à une acidose métabolique à 3 anionique augmenté, donc en premier lieu, on voit est-ce qu'il y a une insuffisance rénale ou pas. Donc, on fait un bilan rénal, on dose le lactate, on dose les corps cétoniques au doigt par la cétonymie et on dose l'acide acétylsalicylique. Donc, dans l'extrême majorité des cas, donc, on a notre réponse et on arrive à identifier la cause de l'acidose métabolique. Mais parfois, la lactatémie, la cétonymie et la salicylémie, elles sont normales. Donc, à ce moment-là, on n'a pas la cause de cette acidose métabolique et à ce moment-là, donc, on calcule le trou osmotique. Donc, le trou osmotique, c'est la différence entre l'osmolalité mesurée et l'osmolalité calculée. Donc, il y a des appareils qui peuvent directement mesurer l'osmolalité plasmatique. Et si l'osmolalité plasmatique, elle est supérieure, donc la différence entre l'osmolalité mesurée et calculée, elle est supérieure à 10, donc à ce moment-là, il s'agit d'alcool toxique. Donc, les alcools toxiques les plus fréquents sont l'éthylène-glycol, qui donne en plus de l'acidose métabolique des convulsions, des hypocalcémies, un état de choc et une insuffisance rénale aiguë. C'est le cas aussi du méthanol, qui peut donner aussi un coma, des douleurs abdominales et un trouble visuel. C'est le cas du d'éthylène-glycol qui donne de la quadriplégie et c'est le cas aussi du propylène-glycol qui donne une hépatonéphrite. Par contre, si le trou osmotique est inférieur à 10, à ce moment-là, il s'agit d'accumulation d'un acide aminé qui s'appelle l'acide pyroglutamique. Et en général, donc, ça se voit dans des situations congénitales où il y a un déficit des enzymes qui permettent la métabolisation de l'acide pyroglutamique. Mais sachez aussi que la prise de paracétamol à dose thérapeutique, ce n'est pas du tout des intoxications au paracétamol. Chez certains individus, ça peut faire accumuler l'acide pyroglutamique. Donc, grosso modo, c'est le schéma de comment on raisonne
face à une acidose métabolique à trop anionique augmentée. Donc, on revient sur notre patient. Donc, comme je vous ai dit, le scanner cérébral qui était demandé après avis neurologue était normal. Donc, on revient sur le gaz du sang et je vous donne une information supplémentaire. C'est le lactate. Donc, sur le gaz du sang, il y avait un lactate supérieur à 20 millimoles par litre. Donc, finalement, donc, on se trouve devant un patient qui a un tableau neurologique aigu, avec une insuffisance rénale très probablement aiguë, compliquée d'hypercalémie et une acidose métabolique lactique sévère. Donc, face à une acidose métabolique lactique, donc il y a deux gros types d'acidose métabolique lactique. Il y a le type A qui correspond à une dysoxie cellulaire, donc ça veut dire que l'oxygène n'arrive pas ou il n'est pas utilisé par les mitochondries. Donc c'est le cas de l'état de choc, des hypoxies sévères, du sepsis et les hyperlactatémies du type B. Donc, ils peuvent être associés à un désordre métabolique. C'est comme, par exemple, l'insuffisance hépatocellulaire, où le foie n'arrive plus à transformer le lactate en pyruvate. Il y a les hyperlactatémies de type B2. C'est les hyperlactatémies qui sont associées à des médicaments ou des toxiques. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, plusieurs médicaments peuvent donner, surtout à des doses suprathérapeutiques et toxiques, des acidoses métaboliques lactiques. C'est le cas des bêta-adrénergiques comme l'adrénaline ou autres, le propofol, la metformine, la cocaïne, le valproate de sodium, et je vous ai mis toute la liste qui n'est pas bien sûr une liste exhaustive. Après, il y a aussi le type B3, c'est les hyperlactatémies associées à une erreur innée du métabolisme. Donc, finalement, au SAU, il y a un traitement de l'hypercalémie menaçante par un protocole d'insuline-glucose, des aérosols de bêta-2 mimétiques et transfert en réanimation. Donc, je vous pose une question simple et je vous donne quelques secondes. Quelle étiologie pour le lactate très élevé? Donc, on est un peu embarrassé, on a un lactate très élevé. Ça ne semble pas être une acidose lactique du type A, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit ça. Le patient n'est pas en état de choc, il a une hémodynamique qui est stable, il n'est pas hypoxique. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Voilà, et finalement, il vient en réanimation. À l'entrée en réanimation, donc on réexamine le patient. Donc l'examen neurologique est à peu près le même, donc avec un patient qui est confus, un peu agité, les pupilles qui étaient en légère mydriase et sont en intermédiaire réactif. Donc il y avait des douleurs abdominales diffuses sans défense. Il y a eu plusieurs vomissements à l'entrée en réanimation, puis plus rien. Et à ce moment-là, donc, il y avait une polypnée ample type Cosmol qui est adaptée à la profondeur de l'acidose métabolique. Donc, à ce moment-là, donc, on refait le gaz du sang, qui est à peu près semblable à celui des urgences, avec un lactate à 26, un trou anionique à 33,7 et une hypocalcémie. Et à ce moment-là, on commence à se demander pourquoi, en plus de tout ce qu'on a décrit, ce patient présente une hypocalcémie. Donc, à ce moment-là, on est un peu, à ce moment-là, on est un peu embêté. Donc, on refait le bilan. Et parmi les choses qu'on fait, on fait un lactate au laboratoire de biologie. Et on est frappé par un lactate au laboratoire de biologie qui était à 2,5, alors que le lactate qui était fait en réanimation sur la machine de gaz du sang était très élevé à 26. Donc, il y avait un gros gap de lactate de 23,5 millimoles. Donc, à ce moment-là, le 3 anionique était encore à 33,7. Et on comprend, on essaie de comprendre pourquoi il y a ce gap de lactate entre un lactate
au laboratoire qui est très peu élevé, qui est à 2,5, donc pratiquement normal, mais en tout cas très, très peu élevé, et un lactate qui est fait par la machine de gaz du sang qui était très élevé, qui était à 26 millimoles par litre. Donc, sachez donc entre parenthèses, ce faux lactate, il est dû à une interférence analytique. En fait, grosso modo, il y a deux méthodes pour le dosage du lactate. Ce sont deux méthodes qui sont enzymatiques. Il y a les systèmes qui utilisent une lactate oxydase, où il y a effectivement une interférence analytique liée à une parenthèse structurelle entre la molécule de lactate et l'acide glycolique. Et ça, cette méthode, elle est utilisée par les machines de gaz du sang qui sont dans les services de réanimation. Et il y a une deuxième méthode où on utilise une lactate déshydrogénase et à ce moment-là, il n'y a pas d'interférence. Donc, les machines qui sont dans le laboratoire de biologie, sur par exemple un tube gris, ils utilisent le lactate déshydrogénase, donc il n'y a pas d'interférence. Et alors que les machines de gaz du sang, il y a une interférence analytique, et c'est ça qui a permis le diagnostic. C'est comme ça qu'on a fait le diagnostic de qu'est-ce qui arrive à ce patient. Effectivement, donc nous, on sait que l'éthylène glycol, il est métabolisé en glycolate, qui est là, avant d'être transformé en acide oxalique, qui est là. Donc, c'est ça qui a permis le diagnostic chez ce patient. Donc, effectivement, il y a une corrélation qui est parfaite. Ça a été démontré sur quelques séries. Une corrélation parfaite entre le glycolate, d'une part, la concentration de glycolate dans le sang et le dosage du lactate par des méthodes qui utilisent qui n'utilisent pas le lactate déshydrogénase. Donc, c'est le cas des machines de gaz du sang. Et après, donc, quelle est l'origine de cette hypocalcémie? Parce qu'on a observé aussi une hypocalcémie. Donc, rapidement, donc, l'éthylène glycol, il est métabolisé jusqu'à l'acide oxalique. Et l'acide oxalique, il va se lier au calcium pour former des cristaux d'oxalate de calcium qui ne sont pas solubles et qui vont précipiter d'une part dans les tubules rénaux et créer de l'insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire. Ils vont précipiter dans le cerveau et ça peut donner un coma et surtout des convulsions, et ça précipite dans le cœur et ça peut donner des myocardites, mais les myocardites sont beaucoup moins fréquentes que l'insuffisance rénale. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette hypocalcémie? Faut-il la traiter? Donc, la réponse, il ne faut surtout pas essayer de la corriger, sauf si elle est vraiment très, très symptomatique, parce que il y a un grand risque d'augmentation de l'oxalate de calcium. Ça veut dire tout le calcium qu'on va mettre, il va se lier à l'acide oxalique, il va former de l'oxalate de calcium qui vont précipiter dans le rein, le cerveau et le cœur et aggraver l'intoxication. Donc ça, c'est un petit schéma qui résume la toxicité de l'éthylène glycol, qui va donner l'acide oxalique, qui va précipiter au niveau surtout des tubules rénaux et donner l'insuffisance rénale, et le méthanol qui va se transformer en acide formique, et cet acide formique, il est très, très toxique pour la rétine et pour le nerf optique, et ça peut donner des cécités même définitives. Donc, quel traitement pour cette intoxication à l'éthylène glycol? Donc, il y a un antidote qui est très performant, qui s'appelle le fomipizole. Donc, professeur Megarman vous a déjà parlé de fomipizole, mais sur les intoxications par paracétamol. Là, c'est le vrai antidote des intoxications aux alcools toxiques. Le fomipizole, donc, c'est quoi son mode d'action? Il va inhiber l'alcool déshydrogénase, qui est l'enzyme qui va permettre la première transformation de l'éthylène glycol. Donc, il va la bloquer et à ce moment-là, donc, il n'y aura pas de métabolite toxique comme l'acide oxalique. Et le rein, à ce moment-là, va éliminer spontanément l'éthylène glycol. Donc, l'effet du fomipizole, c'est d'inhiber l'alcool déshydrogénase
pour éviter la transformation de l'éthylène-glycol en métabolite toxique. Donc, quelle posologie? Donc, la première dose, c'est 15 mg kilo, qu'on peut répéter à 10 mg kilo toutes les 12 heures. On peut donner 2, 3, 4 doses. Et si on décide de faire une dialyse, donc je vais revenir après sur la dialyse, il faut surtout faire une perfusion continue du fomipizole pendant toute la durée de dialyse de 1 mg kilo parce que le fomipizole, il est dialysé. Donc, quelles sont les indications de fomipizole? Donc, il y a des recommandations qui disent lorsque l'éthylène-glycol est supérieur à 20 mg, il faut donner par décilitre, il faut donner du fomipizole, ou si le taux osmotique il est supérieur à 10 milliosmoles. Donc, je vous ai mis les indications pour le méthanol et pour l'éthylène-glycol. Donc, il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, mais vous aurez les diapos après. Et quel patient dialysé? Donc, le fomipizole, on a vu, il inhibe la synthèse des métabolites toxiques. La dialyse, quant à elle, elle permet d'éliminer et les métabolites toxiques et l'éthylène-glycol. Donc, il y a des recommandations qui sont assez récentes de 2023 d'un groupe de travail international qui s'appelle l'ICSTRIP. Donc, l'ICSTRIP, c'est un groupe de travail qui s'intéresse à la dialyse pour les diverses intoxications et il sort des recommandations pour divers toxiques. Donc, les indications sont d'ordre biologique. Donc, en cas d'intoxication à l'éthylène-glycol, on doit dialyser si la concentration de l'éthylène-glycol est supérieure à 50 mmol par litre, si le taux osmotique est supérieur à 50, si la concentration de glycolate, donc même si on ne dispose pas de machine qui mesure le glycolate, on peut la deviner en faisant le lactate sur le gaz du sang, moins le lactate au laboratoire. Si elle est supérieure à 8 à 12, donc il faut dialyser. Et si le 3 ionique il est supérieur à 23 ou à 27, il faut dialyser. Donc à 23, il faut probablement le faire. Et si supérieur à 27, il faut le faire. Il y a aussi des indications cliniques. Donc en cas de coma, de convulsion, d'insuffisance rénale, il faut faire la dialyse. Quel type de dialyse? Donc, les experts, ils suggèrent, ils recommandent une dialyse intermittente parce qu'elle est plus efficace. Donc, la durée de la dialyse, elle est en général de 8 heures. Et si vous ne disposez pas de technique intermittente, donc à ce moment-là, on va utiliser des techniques continues. Mais si on a le choix, c'est des techniques intermittentes. Donc, le patient, il a reçu du bicarbonate de sodium dans le service. Donc, il a été traité par fomipizole et épuration extra-rénale. Et après, l'intoxication est rentrée dans l'ordre et tous les symptômes ont disparu. Donc, finalement, d'où il vient l'éthylène-glycol? En fait, en reprenant l'interrogatoire, le monsieur, lorsqu'il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a ingéré de l'antigel de voiture qui était conditionné dans une bouteille d'eau. Il s'est trompé, il a dit qu'il a senti un goût un peu bizarre du produit et finalement, ce qu'il a bu, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'antigel de voiture. Donc, très rapidement, un tout petit mot sur les acidoses métaboliques toxiques lactiques. Donc, il y a plusieurs médicaments qui peuvent donner des hyperlactatémies. Donc, je vais citer très rapidement deux. Il y a la metformine. Donc, la metformine, pourquoi elle donne de l'acidose métabolique? Parce que la metformine, elle inhibe le complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale et elle va baisser l'ATP. Donc, cette inhibition du complexe I de la chaîne respiratoire, c'est lui qui va être à l'origine de l'hyperlactatémie. Et le deuxième médicament, c'est le valproate de sodium. En fait, le valproate de sodium, très rapidement, il a des ressemblances structurelles avec les acides gras de chaîne moyenne. Et au niveau du foie, il va entrer dans la mitochondrie. Il va remplacer les acides gras qui normalement vont être métabolisés en acétyl-CoA et donner de l'ATP. Il va les remplacer. Il va être métabolisé en molécules qui ne sont pas l'acétyl-CoA, donc il y a un déficit énergétique cellulaire. Donc, le traitement pour la metformine, c'est la dialyse. Donc, dans la diapo, vous allez trouver les recommandations quand est-ce qu'on dialyse en cas d'intoxication à la metformine.
Le valproate de sodium, donc il y a un antidote, c'est la L-carnitine et la dialyse. Et les cyanures, c'est l'hydroxycobalamine qu'on peut utiliser comme antidote. Donc au total, donc toujours évaluer la possibilité d'une acidose métabolique toxique si l'étiologie de l'acidose métabolique n'est pas claire, suspecter une intoxication en cas d'acidose métabolique à 3 ionique augmentée qui peut être ou bien hyperlactatémique, secondaire aux alcools toxiques ou secondaire à l'aspirine. Un traitement rapide par antidote et si indiqué dialyse permettent d'améliorer le pronostic et la symptomatologie. Et merci pour votre attention.